Albina Dubois-Rouvray, vous exercez un métier glorieux, et parce que glorieux, difficile, vous êtes productrice de films et vous avez 35 ans, c'est-à-dire vous êtes jeune. Alors comment se défend-on dans un milieu que l'on dit tellement encombré et tellement mouvant? On se défend, mais difficilement, c'est vrai. C'est vrai que c'est un métier très difficile, surtout en France. C'est un métier de femme? Qu'est-ce que veut dire un métier de Voilà. femme? Moi, je crois qu'il y a des hommes qui sont capables de faire certains métiers, des femmes qui sont capables de faire certains métiers, et puis je crois qu'il y a des... Si vous voulez, il y a des hommes qui sont pas capables de le faire, les femmes non plus. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que c'est un métier très très difficile et qui cumule certainement toutes les angoisses des grandes responsabilités d'un homme d'affaires, avec aussi toutes les angoisses et toutes les tensions nerveuses qu'on a en tant que femme, du fait que la condition féminine est ce qu'elle est, qu'elle n'a pas changé, qu'on a toujours les angoisses des enfants, du mari, de la maison, des voyages, d'organiser, enfin toutes les autres choses qu'on a de toute façon en tant que femme. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'en fait, je parle pour moi, puisque je me confirme, mais je veux dire, je crois que toutes les autres femmes productrices, c'est pareil. J'ai une vie d'homme d'affaires et une vie de femme très occupée. Alors, cumuler tout ça, c'est pas facile, d'abord dans le temps, et puis c'est pas facile, c'est vrai, du point de vue tension nerveuse. Je disais métier de femme parce qu'en effet, vous y avez répondu, une femme, lorsqu'elle exerce une profession, est obligée également d'accumuler toutes les autres activités de sa vie de femme. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'on exerce ce métier dans un univers d'hommes, c'est-à-dire aussi avec tous les critères que les hommes emploient pour l'exercer, qui ne seraient peut-être pas les mêmes, c'était des femmes qui les employaient uniquement. Par exemple, toute la compétition, toute l'agressivité, toute cette espèce de bataille qui est quotidienne dans tous les domaines, les rapports de force, tout ça c'est très masculin. On est obligé d'employer les mêmes armes qu'eux. Ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas été conditionné pour ça. Mais on se fait une fausse idée du producteur, parce qu'on l'imagine toujours d'abord à Cannes, ce qui est mauvais, oui, avec un cigare, on le voit bedonnant et frisant la soixantaine, et entouré de minettes, et de starlettes, et je dois dire d'ailleurs que les mots minette et starlette sont des mots sacrifiés. Peut-être que l'année de la femme, si elle a servi à quelque chose, c'est à ça, non? Elle a servi à beaucoup de choses, Dieu merci. Non, mais l'année de la femme, vous êtes pour une année de la femme. François Giron me disait l'autre jour, il faudrait faire une émission, nous allons d'ailleurs la faire à la télévision, l'année de la femme, c'est fini, ouf, enfin. Oui, François Giroud a tout à fait raison, c'est vrai, parce que si on fait un phénomène de cette année de la femme, on finit par faire une espèce de racisme aussi, c'est un peu comme le philosémitisme qui équivaut à l'antisémitisme, ça revient au même. Si on en fait trop autour des femmes et qu'on les met trop dans un ghetto particulier, qu'on s'en occupe avec trop de sollicitude, c'est aussi les reléguer dans un coin. Vous disiez à l'instant, en effet, que c'était un métier où liraient beaucoup d'hommes, le cinéma, et en plus vous avez une difficulté, vous êtes jolie, vous seriez une mégère, vous auriez peut-être beaucoup plus de prise sur cet univers cinématographique. C'est à la fois exact et inexact. Je ne vais pas vous vexer, mais au départ, on n'a pas dû vous prendre au sérieux. Oh, sûrement pas. Non, sûrement pas. Et puis il y a des tas de pays où il n'existait pas de femmes producteurs, on ne prenait pas au sérieux. Par exemple en Amérique, maintenant il y en a une, mais quand j'ai débuté, quand j'y allais il y a 5 ou 6 ans, on me regardait comme une espèce de phénomène. C'était pas sérieux. Une femme qui venait voir des banquiers, qui venait faire des contrats, qui parlait de millions de dollars. Tout ça faisait pas très sérieux et c'était certainement pas accepté par les hommes à l'époque. Et c'était un peu comme un gadget, alors c'était drôle. On voulait bien jouer un peu avec elle, mais il fallait surtout pas faire des vraies affaires. Puis je crois que d'abord les gens m'ont pris au sérieux parce qu'ils m'ont vu travailler. Et puis je crois qu'ils ont commencé à prendre les femmes au sérieux parce qu'il y en a d'autres qui commençaient à travailler aussi dans cette profession. Et puis dans d'autres domaines du cinéma, il y a eu des femmes metteurs en scène. Il y a aussi des femmes scénaristes. Il y a une femme qui a fait un très beau film en Amérique qui s'appelle Helen Mays. Il y a une femme qui est devenue productrice avec L'Arnaque, qui est Julie Phillips. Alors bon, on a commencé à nous accepter. Il y a des femmes commandantes de bord, il y a des femmes juges. Oui, il y a des femmes partout maintenant. Vous êtes tout à fait d'accord pour que les femmes s'installent aux commandes, non pas pour tout diriger, mais pour être comme les autres. Non, moi, je suis d'accord pour que les hommes et les femmes qui ont des aptitudes puissent les exercer, qu'ils soient hommes ou femmes, sans distinction. Il ne faudrait pas faire de mur. Voilà. Pas d'équivalence. Je crois qu'il n'y a pas de métier d'homme et il n'y a pas de métier de femme, ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a des gens qui sont doués pour certains métiers et d'autres qui ne le sont pas. Vous n'êtes pas encore imaginé un univers de femmes total, c'est-à-dire un monde où il n'y aurait que des femmes. Mais je ne pense pas ça du tout, j'aime beaucoup les hommes. Albina Dubois-Rouvray, il faudrait d'abord savoir quelles sont les œuvres que vous avez suggérées. Qu'est-ce qu'il y a à votre palmarès? Alors il y a diverses choses, il y a des choses, si vous voulez, où je suis au départ des projets comme 36. Le film d'Henri de Turenne. Voilà, j'ai débuté avec ça. J'ai eu l'idée un jour de faire 36. L'année 36. Au lieu de faire, si vous voulez, un article, au lieu de raconter avec des mots, de raconter avec des images, avec des documents. Et j'étais chercher Henri, qui était un très très vieil ami à moi, et je lui ai demandé de le faire.
Alors ça, c'est un projet, si vous voulez, que j'ai conçu depuis le départ, et c'est aussi ça que je trouve être quelque chose de très important dans le métier producteur, c'est de concevoir des projets, de les imaginer, bien sûr de ne pas les réaliser soi-même, c'est pas son métier, de les faire réaliser par les gens adéquats. C'est déjà une prise de position, parce que l'année 36, c'est une suite d'actualité, c'est un film de montage. C'est comme si, dès le départ, vous refusiez la fiction. C'est drôle ce que vous dites. Peut-être parce que j'avais pas l'idée de commencer à faire des films de fiction. Moi, j'étais axée sur les enquêtes, l'actualité, l'histoire. Et c'était en 68 où l'histoire se déroulait particulièrement sous mes yeux à Paris. Et à partir de là, j'avais envie de dire des tas de choses sur 36. Enfin, si vous voulez, aussi d'investiguer cette époque et de voir ce qu'elle était vraiment. Enfin, une sorte de radioscopie. Si Mais là, les 36, c'est un film qui a marché. Oui, c'est un film qui a très bien marché. Les Français dans le monde, on est sensible aux grands événements historiques. Non, il a très bien marché en France, mais c'était un film conçu pour la France, un film à très petit budget, si vous voulez, dont le public immédiat est le public français. On l'a vendu à certaines télévisions, on l'a pas vendu dans les salles de cinéma ailleurs. On l'a vendu à des télés. L'année 36 n'intéresse pas le monde. Non, mais vous savez, l'histoire locale des pays n'intéresse pas le monde. Je crois que les nations sont malheureusement très renfermées sur leur propre histoire et leurs propres événements. Après 36, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors après 36, j'ai encore été au départ de quelque chose. Il y avait un roman. Comme le film a bien marché, comme je l'avais fait pour Pathé, je me suis dit c'est un peu bête. Je vais faire ma propre maison de production. Et comme le film avait bien marché, qu'en plus tout avait baigné dans l'huile, c'était idyllique. Je travaillais avec Henri, c'était formidable. C'est une très 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 étroite collaboration. Henri, c'est Henri de Turenne. Voilà, Henri de Turenne, c'était très très satisfaisant. Les distributeurs avaient été absolument de rêve. On leur avait montré le film, ils s'étaient levés à la fin, ils s'étaient tournés vers Turenne et moi. Ils nous avaient dit, alors, on programme quand? En février? Ça semblait très facile. Alors, j'ai eu envie de faire un autre sujet, qui était un sujet de fiction, qui était un livre de Jouve que j'aimais énormément, qui s'appelait Paulina 1880. Pierre-Jean Jouve. Voilà, Pierre-Jean Jouve, un très 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 beau livre. Et ça, je l'ai entièrement conçu, monté, mis sur chantier. Et j'ai peut-être eu un tort, c'est que j'ai demandé à Jean-Louis Bertuccelli de le faire parce qu'il aimait lui-même beaucoup le roman. Beaucoup. Mais j'avais une telle vision personnelle de ce roman qu'il aurait peut-être fallu que j'aille jusqu'au bout de ma vision et que je le réalise. Ou alors que je le donne à un metteur en scène et que je laisse faire le film qu'il avait envie de faire. En fait, je crois que Jean-Louis et moi, on a fait 2 films différents. Moi, je trouve le film tout de même très très réussi. Tout à l'heure, je vous demandais si vous aviez vu le film de Michel Drac, Parlez-moi d'amour, parce que, et non pas qu'il y ait une correspondance immédiate, mais je pense à cet autre titre qui est un nouveau film, je crois, c'est L'important c'est d'aimer. C'est ça, oui, c'est un film que j'ai fait l'année dernière. Alors, vous voyez, ça aussi, on est au départ des projets d'une façon tout à fait différente. Alors, je vais continuer en vous parlant de Pascal Thomas, qui n'est pas quelqu'un que j'ai été chercher. Pascal m'a montré un court-métrage que j'ai trouvé fantastique et plein de talent. Il m'a fait lire son scénario. À partir de là, je me suis dit que je pouvais très très bien lui faire confiance pour réaliser un film alors qu'il n'en avait jamais réalisé, parce que je trouvais qu'il avait beaucoup de promesses dans son court-métrage. Mais ce n'est pas du tout une idée à moi, ni un livre que j'ai trouvé, ni un rêve, si vous voulez, que j'ai envie de réaliser. C'était autre chose. Et puis l'important c'est d'aimer, c'est encore autre chose. L'important c'est d'aimer, c'est parce que, si vous voulez, une histoire de production très compliquée qui faisait que j'avais un contrat de Romy Schneider que je devais remplir avant une certaine date, et j'ai cherché divers sujets très très vite. Et quelqu'un avait ce scénario, enfin le premier scénario qui avait été l'adaptation du livre de Christopher Frank, La nuit américaine, qui avait été fait avec Andrzej Zulawski, que je connaissais très bien depuis plusieurs années, depuis qu'il était à Paris, et avec qui j'avais déjà envie de travailler. Alors, on a fait lire le scénario à Romy, ça lui a beaucoup plu. J'ai signé avec Zulawski, Christopher Frank, j'ai racheté le scénario au producteur qu'il avait, et on a fait le film. Enfin, avec ce que vous avez, Albina Dubois-Rouvray, avec ce que vous avez produit, oui. Vous comptez comme productrice. On rappelle l'année 36, c'est un film d'Henri de Turenne. Oui. Ensuite, Les Oiseaux. Les Oiseaux. C'est Pascal Thomas. C'est le premier film de Pascal Thomas. C'était aussi un peu un coup de poker parce qu'il fallait quand même lui faire confiance. C'était donner sa chance à quelqu'un dont on ne savait pas du tout finalement ce qu'il allait faire. Projection privée de François Leterrier, qui a eu le Grand Prix du cinéma en 1973. Puis Paulina. Beaucoup d'autres films. Le premier film d'Alain Corneau qui est en train de tourner pour moi en ce moment, Police Python. Enfin, l'important c'est d'aimer avant ça. Enfin, qui compte pour vous, parce que cette fois-ci, on a pu dire, c'est une productrice sérieuse, qui a des ambitions, peut-être n'assurera-t-elle pas un succès commercial, mais... Oui, c'est un film qui compte beaucoup pour moi, parce que ça a été un des films les plus difficiles de ma vie. Parce que c'est un film qui... Vous savez, il y a des films comme ça qui
peut-être parce que l'histoire qu'il raconte est une histoire pleine de drames et de difficultés, engendre autour de la fabrication du film beaucoup de drames et de difficultés. Et ça a été comme ça. Ce film a vraiment été très 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 difficile à tous les niveaux, mais très passionnant à faire. Au plan de la construction d'un film, quels sont vos rapports avec les acteurs? Bon, on a parlé de Pascal Thomas, un metteur en scène, Jacques Dutronc, Romy Schneider. Maintenant, vous vous êtes lancé dans un autre film que vous êtes en train de préparer. Police Python. Non, j'ai commencé à tourner. Vous avez commencé à tourner. Bon, c'est à Orléans, c'est celui-là. C'est ça, entre Orléans et Paris. Alors avec Yves Montand? Yves Montand, Simone Signoret, François Perrier, Stéphania Sandrelli et C'est-à-dire des monstres. Alors lorsque... Oui, des monstres de qualité. Monstres, c'est vrai, on appelle ça des monstres. Alors avec eux, comment êtes-vous? Est-ce qu'il est difficile de travailler avec des gens comme cela lorsqu'on est producteur, hein, c'est-à-dire lorsqu'on est tenant d'une bourse, d'une finance? Oui, enfin c'est difficile, ça dépend des gens. Vous avez ce que vous appelez des monstres, vous en avez certains qui sont extrêmement difficiles et dont tout le plaisir, je crois, consiste à créer des difficultés autour d'eux, aussi bien aux metteurs en scène qu'aux producteurs. Et forcément, s'ils font des difficultés à quelqu'un sur un tournage, ça revient forcément au producteur, puisque ça prend du temps ou ça demande des choses supplémentaires et c'est toujours de l'argent. Et les difficultés du producteur se résument toujours par des difficultés d'argent. Mais je ne crois pas du tout que ce soit une chose générale aux gens que vous appelez des monstres, en particulier Yves Montand et Simone Signoret sont des gens, je trouve, absolument formidables. Formidables. Sont des gens fabuleusement coopératifs pour le film et qui aiment ce qu'ils font. Et qui respectent leur metteur en scène et qui ont envie de l'aider à faire un bon film. Alors, je veux dire que vraiment, je leur suis, c'est vrai, très reconnaissant. Mais pour arriver au bout d'une entreprise comme celle-là, il faut une volonté opiniâtre. Il faut une volonté opiniâtre, c'est vrai, mais n'importe quelle entreprise, pas seulement un film à gros budget avec des grosses vedettes, aussi un film à petit budget qui a aussi d'autres difficultés, qui demande d'autres batailles et qui comporte d'autres angoisses. Alors comment trouve-t-on l'argent? Alors ça dépend du film. Vous l'aviez l'argent? Moi, j'avais un peu d'argent au départ, ce qui m'a permis de payer Henri pour qu'on puisse faire une sorte de scénario pour le présenter à Pathé qui a financé le reste du film. Et puis, j'avais encore un peu d'argent que j'ai mis dans Paulina pour démarrer le projet, pour faire une adaptation par François Nourricier et pour payer Bertuccelli, etc. Et puis, après ça s'est épuisé, je veux dire. Mais ensuite, comme j'ai fait des films, j'ai eu de l'aide dans ma société. Et comme cette aide, on la réinvestit toujours, c'est grâce à ça qu'on continue à tourner, à commencer à faire des films. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche le financement. On fait ces opérations peut-être pas toujours les unes derrière les autres, on les fait de façon concomitante, ou un peu comme on met la charrue devant les bœufs, on commence par l'une avant de faire l'autre. Mais ça dépend, en gros, si vous voulez, il y a deux catégories de films. Il y a les films à tout petit budget, et les films d'auteur, qui n'intéressent pas les grands distributeurs, qui n'intéressent pas la vente à l'étranger, et qu'on monte avec les avances sur recettes, avec les coproductions, quand le RTF veut bien en faire avec nous, avec maintenant la SFP, qui est outillée pour ça, avec des coproductions avec les télévisions étrangères, les investissements privés de gens qu'on trouve qui s'intéressent au cinéma et qui ont plutôt envie d'investir dans des films de gens inconnus, curieusement, plutôt que des films à gros budget classiques. Alors les films à gros budget classiques, ça se monte d'une façon complètement différente. On trouve un distributeur sur le territoire national, on fait des coproductions avec des pays d'Europe, comme l'Allemagne ou l'Italie, on fait des ventes à l'étranger, on escompte tout ça, puis voilà, le film se fait, et on remet l'aide qu'on avait d'un précédent film dans le Quel est le minimum pour faire un film? Vous savez, ça varie, hein, le minimum. Autrement, pour un film d'une heure 20, enfin un film normal. Moi, j'ai fait un film que j'aime beaucoup, qui était encore aussi une époque très 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 agréable de travail. C'est un film avec Michel Pollack, c'est La Chute d'accord. On l'a fait pour 90 millions anciens de l'époque. Bon, je crois que ça c'est plus réalisable, parce qu'il y avait en plus de vedettes. Il y avait Fernand Doré, il y avait Marc Keller, qui n'étaient pas des grandes vedettes à l'époque, mais étaient quand même des vedettes. Aujourd'hui, je crois que pour faire un film dit à petit budget, par exemple Les Oiseaux, il y avait personne, qui a coûté lui 120 millions. Je pense qu'il faudrait 200 aujourd'hui. Ancien. Nous, on parle toujours avec des millions anciens, peut-être parce que ça fait toujours plus important. On a à la fois l'impression qu'on obtient plus d'argent et à la fois l'impression qu'on en donne plus. Mais Les Oiseaux, ça se coûterait certainement 2 millions d'aujourd'hui. Et c'est un film qui a très bien marché. Très très bien marché, mais je vais pour vous dire que d'abord les coûts de production ont augmenté. Ce film a très bien marché, je suis devenue très riche, il a très bien marché en Italie, il a très bien marché en France. J'étais intéressée sur le territoire italien à 50%. Et avec ça, Dieu merci, j'ai refait tous les autres films que j'ai fait derrière. Et il y en a une flopée. D'ailleurs, j'ai monté un petit département de distribution. J'ai distribué mes propres films, j'ai pris des films de l'extérieur, j'ai distribué le film canadien qui s'appelait La vraie nature de Bernadette, qui a très bien marché aussi. J'ai distribué un film américain que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Glass House, qui n'a pas marché du tout. Bon, ça m'a permis de faire, je sais pas, dans l'année à peu près
En 2 ans, 10 ou 12 films entre la distribution et la production. Albina Dubois-Rouvray, je vous fais parler de tout cela. J'ai dit quels étaient les films que vous aviez produits, et je vous ai fait dire ce qu'il fallait comme argent, pour bien préciser d'abord que vous êtes jeune, et ensuite pour faire taire peut-être certains bruits, parce que, on le sait, vous êtes la nièce d'un monsieur richissime. Ah, bah alors je suis très contente que vous me parliez de ça. Non, parce que vous êtes la nièce d'Anténor Patino, qui est le roi de l'étain, et on pourrait penser, parce qu'on pense trop vite souvent, que c'est l'argent de tonton qui fait marcher les affaires. Alors je suis ravie que vous me parliez de ça, parce que je vais peut-être enfin pouvoir dissiper un malentendu que je traîne depuis des années, et que je traîne pas à cause de moi, que je traîne à cause des journalistes, effectivement, qui ont mis ce cliché dans ma biographie. Oui, mais il existe de toute manière. Non. Bon. Moi, je n'ai rien à faire avec un monsieur qui s'appelle Anténor Patino, Ah si bon? ce n'est que sur un état civil quelque part, il est un des frères de ma mère, ils étaient 7 enfants, et ma mère est morte depuis 20 ans. Et je n'ai rien à voir avec ce monsieur à aucun point de vue. Il me donne pas un centime, je n'ai aucune action de son affaire, je ne supporte absolument pas ce qu'il croit représenter et les mensonges qu'il raconte sur sa fortune, parce que son père avait de l'argent, il n'avait même pas une fortune fabuleuse, quand on pense aux grandes fortunes américaines ou arabes, il avait simplement un paysan du tiers-monde qui avait fait fortune, et par rapport à la distance qu'il avait parcourue dans sa vie, de la misère des hauts plateaux des Andes jusqu'à New York et Paris, bah c'était pas mal, mais c'était pas non plus quelque chose de faramineux. Et Anténor Patino est un monsieur qui non seulement profite de la réputation de son père, mais est complètement mégalomane et raconte des mensonges sur sa fortune. Il n'est pas du tout si riche qu'il veut bien le dire. Mais c'était grave pour Et je vous. n'ai rien à voir à faire avec lui. Et c'est grave pour moi à un autre point de vue, parce que comme il représente tout ce que je déteste et tout ce que je méprise, et que nous n'avons absolument rien en commun, ni le même genre de vie, ni les mêmes moyens, ni les mêmes amis, ni la même échelle de valeur surtout, je déteste qu'on m'assimile à lui. J'ai vraiment l'impression, comme je vous disais, de traîner un chancre derrière moi. Et je voudrais bien qu'une fois pour toutes, on ne me parle plus de monsieur Patino. Je n'ai rien à voir avec ce monsieur, je suis Albina Dubois-Rouvray. C'est fait. Voilà. D'ailleurs, vous voulez vous assurer. Cette réussite, vous ne la devez qu'à vous-même. Et c'est une autre forme d'ambition. Et d'orgueil, mais d'orgueil bien mesuré. Je vous ai dit au départ, j'avais bien sûr un peu d'argent, mais comme beaucoup de gens ont un peu d'argent, et je l'ai mis dans mes productions, et je l'ai mis, tout le monde fait pour commencer. Tout le monde a 5 ou 10 ou 20 ou 30 millions. Et vous savez, il n'y a pas un producteur sur la place de Paris qui n'ait pas commencé en mettant de l'argent à lui, bien sûr, puisqu'il faut démarrer. Il faut avoir le goût du risque pour démarrer. Mais ensuite, j'ai tout fait par moi-même, entièrement. Et ça, c'est vrai, par mon travail. Et par mes angoisses. Et il y a combien d'années? Il y a presque 10 ans, puisque j'ai débuté en 68. À 25 ans. Oui, à 25 ans. Il faut avoir du culot, non? Non, je sais pas, je suis faite comme ça. Moi, j'ai toujours fait des choses, et qui étaient peut-être toujours des choses culottées, mais je pense que ça doit être ma nature qui est faite comme ça. Je dois être conditionnée comme ça, je dois être programmée comme ça pour le risque, pour les choses difficiles. Mais Albina, vous pensez que le cinéma vous donne des joies supérieures? Des joies que vous n'auriez pas pu trouver ailleurs? Non, pas du tout. Je pense que le cinéma, moi je suis producteur par engrenage. J'ai jamais choisi d'être producteur. Vous m'auriez dit il y a 20 ans, vous serez un jour producteur, je vous aurais ri au nez. J'aurais dit jamais de la vie, parce que j'avais aussi tous les clichés dans ma tête que le public a. Je voulais pas être un... D'abord, j'aime pas du tout la notion de patron, c'est une notion que je déteste. Alors, un producteur, c'est un patron. Et il est bien forcé d'exercer ce rôle, puisqu'il a une grande entreprise. Parce qu'un film, c'est toujours une grande entreprise. C'est rien par rapport au budget de Renault. Mais en soi, c'est une grande entreprise, et c'est en plus quelque chose de tellement mouvant, qui joue tellement sur les émotions des gens, sur des détails psychologiques, que tout ça est très fragile du point de vue construction financière. On est obligé d'exercer son rôle, qui me plaît pas souvent par beaucoup de côtés. Et puis par ailleurs, j'aurais dit, pourquoi est-ce que moi je vais produire les autres? Moi j'aime jouer, moi je vais jouer, je vais être actrice, je vais certainement pas être producteur. C'est parce qu'il y a eu un rendez-vous manqué avec la comédienne que vous vouliez être, que vous êtes devenue productrice. Là, un peu probablement, parce que comme je voulais être comédienne et que, comme vous dites, un rendez-vous manqué, et qu'ensuite, quand je me suis mariée, que j'ai divorcé, je me suis dit, je vais travailler, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire? Je sais pas faire grand-chose. Mais je connais le spectacle, j'aime ça. Et j'avais une amie qui était agent, et je me suis dit, on va toutes les deux commencer à faire de la production. Puis j'ai commencé comme ça, et puis après j'ai arrêté parce que j'aime pas beaucoup les associations, qu'on n'avait pas envie de faire les mêmes choses. On a travaillé pour la télé, on a fait des pièces de Béjart, on a fait un film d'Orson Welles. En fait, pour vous, le divorce, ça n'a pas été une rupture, ça a été un commencement. Ah oui, ça tout à fait. Et il y a un enfant dans votre vie. Il y a un enfant. Et en plus, j'ai décidé, je voulais avoir un enfant. Ça, c'est une chose que j'ai décidé. Quand j'avais 18 ans, je me suis dit, je veux avoir un enfant. Et je ne l'ai pas eu toute seule, sans un mari, parce que je pensais que c'était injuste vis-à-vis de lui, étant donné la façon dont la société est encore faite et construite, surtout à cette époque. Est-ce parce que vous avez réussi, d'une certaine manière, que vous avez pris votre liberté? Si vous n'aviez pas eu les quelques bonheurs que vous a donné le cinéma, vous seriez resté avec votre mari? Pas du tout, non. Je suis partie parce que je me suis aperçue que je m'étais complètement trompée. J'ai jamais eu, moi, une vie de famille.
J'ai toujours été quelqu'un qui a erré d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une école à l'autre, d'un pensionnat à l'autre. J'ai jamais eu ce qu'on appelle une vie de famille et ça me paraissait quelque chose de lointain et de très très chaud et chaleureux. J'avais toujours un rêve, c'était une mère qui fait des tartes aux pommes avec de la cannelle dessus, ça doit être fantastique. Alors j'ai voulu être une mère qui faisait des tartes aux pommes avec la cannelle dessus. Et je voulais avoir un mari. Et j'ai voulu essayer, si vous voulez, toutes les joies soi-disant de la vie bourgeoise. Et j'ai essayé avec beaucoup de bonne volonté, mais je suis vraiment pas faite pour ça. Vraiment pas du tout. Mais Albina Dubois-Rouvray, vous dites parfois, je suis mi-russe, mi-roumaine, mi-juive, Ah non, 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 je dis pas tout ça, mi-italienne. ne dis pas tout ça, je suis pas mi-roumaine, je suis pas mi-italienne. J'ai lu ça quelque part. Non, non, j'ai beaucoup de sangs différents, beaucoup. Alors j'ai des sangs qui sont connus, et puis vous savez, on a toujours des grands-mères et des arrière-grands-mères qui ont des vies plus ou moins agitées. Donc il y a tous les sangs qui sont pas officiellement connus, mais que l'on suppose ou qu'on connaît soi-même. Alors que connaissez-vous de vous? Alors, ce que je connais officiellement vraiment, c'est que j'ai du sang latino-américain, central-américain, sud-américain, français, antillais, et quoi encore? C'est à peu près tout, je crois, officiellement. Et vous êtes né où? Je suis née à Paris, tout bêtement. Vous n'y êtes pas resté longtemps. Oh non, je suis restée 3 mois. Et vous êtes parti pour où? À New York. J'ai vécu, c'est le seul endroit où j'ai vraiment vécu très longtemps. J'ai vécu à peu près 5 ou 6 ans à New York. Ensuite, je suis partie en Argentine où j'ai vécu 1 an. Puis je suis partie, j'ai revenu en Europe. Que faisait votre père? Mon père faisait des affaires, mais un peu à travers le monde. Et puis, c'est quelqu'un qui a la bougeotte. Il a toujours, c'est vrai, déménagé la famille partout. Enfin, sous des tas de raisons. S'il m'écoute en ce moment, il se dira, qu'est-ce qu'elle raconte? Un grand voyageur. D'excellentes raisons pour changer. Mais le fait est qu'on a toujours changé. Toujours. Un très grand voyageur. Mais il continue à voyager. Il a 72 ans, il court le monde encore. Il fait toujours des affaires. Et Bois-Rouvray, c'est un nom breton. Bois-Rouvray, c'est un nom breton. Joli nom. Bois-Rouvray, nom français, Albina, prénom italien. Oui, alors ça, bizarrement, je ne sais pas. Ça C'est fait un prénom chic. italien, je ne sais pas d'où il sort, mais dans les montagnes des Abruzzes et dans les montagnes italiennes du Nord, il y a des albinas. Et il n'y en a nulle part ailleurs. Et j'ai rien d'italien, si ce n'est que j'ai épousé maintenant un monsieur qui est d'origine italienne, et qu'alors alors moi qui n'ai pas de pays, qui n'ai pas de patrie, qui n'ai pas de racines, le seul pays au monde où je me sente parfaitement en accord avec les gens, avec la culture, avec l'histoire, avec ce qui se passe, avec la mentalité, c'est l'Italie. C'est peut-être parce que l'Italie est faite d'une culture un peu comme une mosaïque au fond, et avec beaucoup de contradictions. Et que je suis sûrement faite avec une mosaïque de beaucoup de contradictions. Il est vrai que lorsqu'on vous regarde, on peut penser que vous êtes ou italienne, ou alors latino-américaine. Surtout avec mon poncho et mes cheveux courts, j'ai l'air très indienne, mais j'ai du sang indien. C'est quand même un handicap peut-être d'être femme dans ce métier. Revenons au cinéma. Oui, moi je crois pas. Comme je vous ai dit, une fois qu'on s'est fait accepter, et en France, très franchement, j'ai jamais eu beaucoup de difficultés à me faire accepter. Je trouve que les Français sont pas misogynes, beaucoup moins que d'autres pays. Vous n'avez jamais forcé l'agacement, je ne dirais pas le mépris, non, parce que... J'ai peut-être souvent forcé l'agacement, vous savez, on sait jamais ce qu'on fait, ce qu'on laisse derrière soi. Oui, en le voulant peut-être parfois. Oui, et puis peut-être autrement aussi, sûrement. Il est certainement qu'il y a des hommes qui sont très très agacés par mon existence, c'est sûr. Alors peut-être que comme en plus c'est pas la mode de le montrer, il y a ça aussi qui joue pour moi, il le cache, il le camoufle. Moi je dirais plutôt que être femme c'est un avantage. Moi je crois que c'est un avantage, souvent, c'est vrai, parce qu'il y a aussi les gens qui eux ne considèrent, c'est une forme de misogynie encore. J'entends souvent des hommes me dire, j'aime pas discuter avec vous parce que discuter avec une femme... Bon. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que justement, ils me regardent pas comme quelqu'un d'égal. Ils me regardent comme, je sais pas, comme finalement un patron européen regarderait un patron du tiers-monde venir discuter avec lui. Il se dirait, il est désavantagé, alors je vais être gentil. C'est peut-être ça. Alors, dans un sens, c'est très gentil, mais dans un autre sens, c'est tout de même me mettre à côté. Puis, il y a d'autres hommes qui me regardent exactement comme si j'étais eux. Il y a même un homme qui m'a fait un jour un très grand compliment dans le cinéma, quelqu'un que je respecte beaucoup et qui m'a dit, Albina, vous êtes un petit mec. Alors sur le moment ça m'a fait plaisir et puis après aussi j'ai réfléchi, je me suis dit c'est finalement pas si gentil que ça. Enfin il voulait que ce soit gentil et dans sa bouche c'était un compliment, mais c'est pas un compliment d'être un mec. Moi je suis une femme. J'aimerais mieux qu'on me dise vous êtes un être humain très bien, mais pas qu'on me dise vous êtes une femme très bien ou un mec très bien. Enfin, tout ira bien tant que l'on dira qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Vous voyez, en ce moment, Bernard Pivot prépare pour la fin de l'année une émission pour la télévision sur cette fameuse année de la femme, oui. C'est-à-dire pour en terminer. Et il est vrai quand même qu'il y a des différences, parce qu'il s'est amusé à faire des petits gags. Par exemple, il installe un homme dans une salle d'opération. Cet homme est très rassuré parce qu'il est entouré de visages qui ont l'air sympathiques et qui ont l'air rassurants.
Il est prêt à se faire opérer. Il y a une dizaine de personnes autour de lui. Les infirmières tournent, les médecins tournent. Et puis tout d'un coup, on lui dit « Ah, maintenant, on va vous présenter le chirurgien. » Le chirurgien arrive et c'est une femme. Abattement total. Mais ça, c'est pas une différence, ça, c'est tous les clichés qu'on a mis dans sa tête. Il y a également dans un avion des gens qui sont rassurés parce qu'ils partent pour un grand Parce qu'ils voyage. sont remplis de Et on leur clichés. dit, le commandant de bord Anne-Marie, merci, vous dit bonsoir. Parce qu'on ne prête pas aux femmes justement C'est des vrai. qualités de responsabilité, Mais d'intelligence, si, elle commence à de les avoir. solidité. Oui, elles commencent à les avoir, mais les gens vivent encore sur les clichés qu'on leur a donnés dans leur éducation, dans leur première enfance. Ça va s'oublier tout cela, non? Oh, bah, sûrement, les choses vont changer, heureusement. D'ailleurs, Françoise Giroud s'en plaint. Dieu merci, à les faire changer très bien. Alors, Albina Dubois-Rouvray, il y a cette vie que vous consacrez tout entière au cinéma. Vous faites des concessions pour le public. Lorsque vous construisez un film, vous vous dites, tiens, il faudrait peut-être pencher de ce côté-là parce que le public sera sensible et nous aurons des spectateurs. Oui, et je vais vous expliquer comment. Je trouve ça très important. Et ça aussi, je suis très contente que vous m'en parliez. Parce que je crois que le métier de producteur consiste beaucoup à être un conciliateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est vraiment entre deux. C'est un peu comme la guerre. Moi, je suis toujours obligée de mettre ça en termes de guerre. C'est un peu comme... Enfin, ça a l'air très prétentieux ce que je vais dire, mais c'est une image simplement. C'est un peu Kissinger, un producteur, entre les pays du Moyen-Orient, entre Israël et les pays arabes. Je veux dire que les intérêts d'un film, les intérêts artistiques d'un film, et les désirs, et toute l'ambition, et tous les buts que se propose un metteur en scène sont parfaitement antinomiques en général avec les nécessités commerciales d'un film. Or, on fait un film qui... Surtout quand on filme un film avec des grosses vedettes, qui est un film en général très coûteux, qui roule tout de même entre 8 et 10 ou 12 millions d'aujourd'hui. On ne peut pas faire ça sans donner quelque chose aux gens qui ont financé le film, qui l'ont acheté pour leur public, c'est-à-dire les gens des pays étrangers, les distributeurs pour la France. Puis un échec devant le public n'est jamais une réussite. Non, et puis il y a aussi autre chose. Je trouve que si on se met à faire un film, on raconte une histoire à des gens. On a envie qu'ils comprennent ce qu'on leur raconte. Et c'est là où je fais des concessions. C'est quand un metteur en scène ou un scénariste raconte dans son histoire quelque chose d'une façon où il me semble qu'il ne parle pas un langage que les gens vont comprendre. Je suis tout à fait pour qu'il dise tout ce qu'il a envie de dire, ça alors sans aucune concession et sans aucune censure, mais qu'il le rende accessible au public, que les gens puissent justement le comprendre, puisque c'est le but même de la chose. Mais quels sont les films qui vous touchent le plus? Les films romantiques? Les films de guerre? Non, parce que vous parlez souvent de la guerre. Oui, tous les films émouvants. Bien sûr, les films de guerre me touchent. Tous les films émouvants, 36 me touchent beaucoup. Parce que c'est... tout ce qui traite au fond, des batailles, des difficultés et des cruautés de la vie, qu'elles se situent au niveau politique, au niveau social, au niveau historique, au niveau personnel, au niveau amoureux, tout ça me touche. Tous les films qui posent des problèmes. Oui, tous les films qui posent des problèmes. Et qui posent des problèmes humains, je veux dire des problèmes où on est ému. Pas simplement des problèmes théoriques, ça me touche pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de matérialiser tous vos rêves d'enfant. Vous avez voulu être journaliste, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre ambition. Vous avez voulu être comédienne et vous auriez pu porter des sujets et les offrir. Oui. Mais là, vous faites tout à la fois. C'est ça, et c'est pour ça aussi que la production est quelque chose... Vous êtes devenu architecte, alors vous deviez être maçon avant. C'est ça, c'est vrai. Et je trouve que le métier de producteur cumule justement des choses qui sont réparties dans un tas d'autres métiers. C'est vrai, vous dites architecte, c'est très juste. Quand on construit financièrement un film, on le construit comme un architecte. On pose une première poutre, et là-dessus, on pose une autre poutre. Et puis on commence à bâtir, à construire, et on met le toit. Et tout ça continuellement, en liaison avec la partie artistique, avec les nécessités artistiques. Et il s'agit de faire presque un château de cartes, qui est une acrobatie. Quelque chose de très fragile, qui tient financièrement et qui, si vous voulez, comporte toutes les ambitions artistiques des auteurs. Mais Albina Dubois-Rouvray, vous êtes consciente que vous avez aussi des responsabilités? Bien sûr, j'en ai beaucoup. Je suis tout à fait consciente de ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est un métier difficile. Même par rapport à ce que vous offrez? Oui, bien entendu. 36, vrai. Vous n'avez pas le droit de vous tromper. Non. Vous avez raison. Non, mais je me sens une grande responsabilité dans ce que je fais. C'est pour ça qu'il y a certains sujets que je ne ferai probablement jamais. Vous ne pourriez pas faire des films pornographiques? Oh, c'est pas ça, j'ai rien contre la pornographie. Je veux dire, j'ai rien contre l'érotisme. Je trouve que les films pornographiques sont en général très mauvais. Et ils sont très ennuyeux. Je ferai pas un film porno... Si vraiment la maison allait très 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 mal, bien sûr, quand on a le couteau sur la gorge, je me serais dit... Pour la sauver, alors. Oui. Donc pour continuer à travailler. pur.
Continuer à travailler, bien sûr, je ferai un film porno si ça devait vraiment être une affaire, mais je ne crois pas qu'un film porno soit une affaire assurée non plus, parce que quand vous regardez dans le film français les chiffres, il y a autant de films porno qui se cassent la gueule, bien qu'ils écoutent des 20 millions anciens, qu'il y a de films porno qui marchent très très fort. Il y a les mêmes proportions, vous savez, c'est jamais sûr le cinéma. Il y a jamais une Vous n'iriez pas recette. jusqu'à dire qu'une œuvre pornographique est une création? Oh non. J'ai lu quelque part que vous voudriez adapter Aragon au cinéma. Est-ce que vous avez lu ça? Moi j'adore Aragon. Jamais Je voulu crois adapter l'avoir Aragon. lu, ou peut-être me l'a-t-on dit. Alors, je ne vois pas comment vous pouvez. Non, j'ai jamais voulu adapter Aragon au cinéma. J'adore les livres d'Aragon et je trouve qu'ils sont inadaptables. Non, jamais. Et j'aime beaucoup Aragon lui-même, mais j'ai jamais pensé à adapter Oui, mais Aragon connaissant au les films cinéma. que vous avez déjà produits, on pouvait penser que vous vouliez réaliser une œuvre poétique autour d'un personnage, ce qui est également possible. Une œuvre poétique autour d'un personnage. Oui. Comme Aragon, vous ne pouvez faire qu'une œuvre poétique. Mais je sais pas si je suis très poétique, vous savez. Je suis très romantique, peut-être. Je suis très lyrique. Moi, je suis plutôt de l'opéra. Hein. Je suis pas très poétique. Ça, je crois pas. Mais vous savez jusqu'où vous voulez aller. Oui. Moi, je crois que je sais très bien jusqu'où je vais aller. Je crois que je sais très bien ce que je veux. Vous voulez quoi? Oh ben, je veux beaucoup de choses, mais je veux dire qu'on ne veut pas non plus des choses précises comme ça. On a une direction dans la vie, on sent ce qu'on veut, on s'y tient. On sent qu'on a un chemin et on le suit, avec les difficultés que ça comporte. Vous voulez surtout des comédiens. Ah, j'adore les comédiens, j'adore les acteurs. Michel Bouquet, pour vous, oui, c'est l'un des plus grands. J'aime beaucoup Michel Bouquet. Simone Signoret, c'est une fabuleuse actrice. Ça, c'est une vraie joie. Bon, hier, je suis allée au Roche. Alors, je suis toute fraîche, je vous parle de ça, c'est tout frais. Je suis allée au Roche et j'ai vu des plans que Simone Signoret avait tournés. Un rush, c'est un bout de film déjà tourné. Un rush, c'est le morceau de film qu'on a Voilà. tourné, les plans qu'on a tournés dans une journée et qu'on se reprojette comme ça, complètement brut, si vous voulez. C'est comme un morceau de tissu dans lequel rien n'a été taillé encore. Et j'ai vu ce qu'elle a fait dans le film et les scènes que j'ai lues et relues et que je me suis imaginé 25 fois. Mais ça dépasse encore tout ce que j'ai imaginé. C'est formidable. Et c'est formidable une actrice comme ça qui a tellement de registres et qui les emploie comme un instrument de musique. Non, tout à l'heure, Albien Boisrouvray, je parlais de Michel Bouquet parce que nous sommes convenus de croire Michel est un merveilleux acteur que c'est l'un aussi. des plus grands acteurs français. Mais ose-t-on mettre son nom maintenant en haut d'une affiche? Eh ben moi je l'ai mis une fois justement avec Alain Corneau dans France Société Anonyme. C'était la vedette du film. Tout le film reposait sur lui. Il était formidable. Il avait aussi un rôle dans Paulina. Il était le père Pandolfini. Il était fantastique. Ah non, Michel Bouquet est un grand acteur. Mais vous pourriez engager des hommes comme Belmondo, comme Delon, avec ce qu'ils représentent financièrement. Mais vous oui, pouvez vous le pourquoi? permettre. Bien sûr, mais tout ça n'est pas antinomique. Ils valent ces fortunes. Qu'est-ce que ça veut dire valoir? Je crois qu'il n'y a pas de box-office réel. Je crois que ça n'existe plus ou que ça n'existe pas. Et peut-être que ça existe encore pour M. Belmondo. Je veux dire qu'il y a un quota de spectateurs qui l'amène en plus dans un film quel qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Mais je crois qu'il n'y a absolument pas de box-office intrinsèque. D'ailleurs, vous le voyez. Vous mettez une très 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 grande vedette dans un très très mauvais film. Le film, il marche pas du tout. Non, il marche pas. Le public n'est pas idiot. Il y a un box-office interne dans la profession qui est une imbécilité à mon avis. Je le dis bien, je vais me faire plein d'ennemis, mais je le crois. Parce que c'est un jeu qui se joue entre les financiers, c'est-à-dire les exploitants, les distributeurs, les acheteurs à l'étranger, et les producteurs et les agents. Et c'est un espèce de jeu comme le Monopoly. On s'assied à table et on dit, bon, alors pour vous ça vaut tant, donc moi je vous demande tant, et on monte les prix. C'est comme la bourse. On joue à la bourse entre nous. Mais c'est vraiment entre nous, vous savez. Ça ne correspond absolument, à mon avis, pas à la réalité. Pour engager un... C'est parce que les distributeurs, les exploitants et les acheteurs sont des gens qui n'ont pas de référence artistique, c'est eux qui ont l'argent. Mais ils ne misent pas cet argent sur, si vous voulez, un rêve. Un producteur rêve, il se dit, je crois à ça. Je crois que ça, c'est ce qu'il faut donner au public, c'est ce qu'il a envie de voir. Je crois que ça, ce sont les acteurs qui sont parfaits, qui vont interpréter exactement toutes les potentialités de ce sujet. Les distributeurs et les exploitants, pas du tout. Eux, ils regardent avec des références passées, toujours. Alors, il y a un film dont la recette était faite, une équation plus ou moins similaire, avec tel et tel acteur. Alors, si on remet tel et tel acteur, ils vont redonner la somme d'argent que le film a rapporté sur le territoire. Moi, je trouve ça absolument aberrant comme calcul. Mais c'est parce qu'il y a justement une antinomie de langage, de conception, de tout, d'échelle de valeur, entre ce que je vous disais tout à l'heure, les financiers, tout au bout, si vous voulez, de la chaîne, et les créateurs, auteurs, mettants en scène à l'autre bout, que le producteur est la personne, l'intermédiaire, le médiateur, le conciliateur. C'est jamais, je pense, parfait ou très rarement, mais on essaye, si vous voulez, de sauver le maximum.
Vous pensez que C'est ça que j'essaye de faire. En toute tout votre cas. vie, vous allez la consacrer au cinéma? Oh non, je pense jamais que je consacrerai toute ma vie à quoi que ce soit. Jamais, je pense jamais comme ça. Mais c'est un métier tellement préoccupant. C'est un métier passionnant. Et Raymond Danon a fait une interview dans laquelle il disait que c'est un virus, et c'est un terme très très juste. C'est un virus qu'on attrape. Et on n'en guérit certainement pas. Mais je sais pas ce que je ferai. La vie, ça bouge. Je sais pas du tout. Vous avez le temps de faire autre chose? Je me sens jeune. Non, j'ai pas le temps en ce moment de faire autre chose. Vous vous sentez jeune parce que vous l'êtes. Je sais pas. Je pense qu'à 60 ans, je me sentirai toujours jeune. J'ai jamais l'impression que la vie a passé. Mais je me sens très capable de faire plein d'autres choses dans ma vie, puis j'espère que j'en ferai plein d'autres. Le temps d'avoir une vie de femme. Le temps de vous occuper de votre enfant. J'essaye. Oh là là, je me donne beaucoup de mal pour avoir le temps d'avoir une vie de femme à laquelle je tiens passionnément. Et mon fils, d'ailleurs, qui a conditionné beaucoup ma vie. Parce que si je suis devenue productrice, c'est pas par hasard. J'ai abandonné le journalisme parce que je n'aimais, bien sûr, que les choses dangereuses et risquées. Je n'aimais que partir dans des pays où il y avait des guerres. La guerre me fascine, je vous ai dit. Mais je risquais ma peau. Tandis que là, bon, je vis des risques. Vous en avez horreur. Oui, parce que j'en ai horreur et peut-être parce que j'ai été élevée, comme je vous ai dit, à New York. Et que c'était l'époque de la guerre et que je n'y étais pas. Mais que j'écoutais la radio tout le temps. C'était interdit, mais je la mettais tout le temps. Et j'entendais les nouvelles, j'entendais parler de cette guerre. Et comme j'avais, je pense, beaucoup d'imagination, j'ai tout le temps vécu avec l'image de cette chose mythique et terrifiante. Et toutes les atrocités que j'apprenais petit à petit sur le monde des adultes et sur la vie. Et ce qu'elle allait être quand j'allais la rencontrer quand j'aurais 20 ans. Je pense que ça a dû me marquer quelque part. Est-ce qu'il y a eu rupture entre ce que vous pensiez, ce que vous rêviez, ce dont vous rêviez, et puis justement ce moment où vous avez eu 20 ans? Les choses se sont passées telles que vous les aviez imaginées? Vous savez, j'ai toujours attendu le pire, moi. Alors, je suis toujours très optimiste. Parce que je n'attends jamais, je rêve pas. Oh non, non, je veux dire, je rêve autrement. Je rêve pas que des choses formidables. Je crois pas au Père Noël du tout. C'est plutôt l'inverse. Je prévois en général que les choses vont aller très très mal, que je suis plutôt pessimiste probablement. Et ça me donne un énorme optimisme parce que je me dis qu'à partir de là, il ne peut se passer que des bonnes surprises. Et dans tout, hein, dans mon métier aussi. Comme journaliste, vous auriez pu aller jusqu'au maximum de vos possibilités, parce que je crois que vous aviez réalisé un reportage sur Guevara à un certain moment. Oui, j'ai réalisé un reportage sur Guevara, et j'avais trouvé ça passionnant. C'était c'est en Amérique latine, où il y avait justement la guérilla, et puis après je suis partie aussi au Cambodge et en Thaïlande, et je me suis retrouvée dans des pays en guerre, et je me suis dit, toi si tu continues, tu vas te retrouver un jour avec une balle dans la peau. C'est passionnant, c'était vraiment passionnant. Et là j'avais l'impression de vivre d'une façon fantastique, parce qu'être témoin de l'histoire qui se déroule sous vos yeux, il n'y a vraiment rien de plus passionnant. Alors là, je vis aussi dans le risque et dans les angoisses et dans des choses qui sont passionnantes aussi, que je vois se dérouler sous mes yeux, sur la fabrication d'un film. C'est passionnant. Et les acteurs, c'est passionnant. Mais ça comporte d'autres risques. Bon, ça comporte des risques financiers, mais ça comporte pas, je risque pas ma peau, enfin pas pour le moment, je pense. Lorsqu'on a été journaliste, qu'on a réussi un coup comme celui que vous avez réussi avec Che Guevara, lorsque on a suivi la guerre au Cambodge, au Vietnam, pourquoi abandonne-t-on le journalisme? Parce qu'on a un enfant. Après? Vraiment? Oui, vraiment. Et parce qu'on ne peut pas aller risquer sa vie quand on a quelqu'un qui vous attend à la maison et qui compte sur vous et qui a besoin de vous pour grandir. Surtout quand on est divorcé. Donc parce qu'on est femme. Mon enfant, c'est très important. Alors, je veux dire, c'est pas... Parce qu'on est femme. Et puis parce qu'il n'y a pas aussi que son enfant, il y a aussi tous les gens autour de vous. Je veux dire, j'ai mon père que j'aime énormément. Je sais que ça lui ferait beaucoup de peine si un jour j'étais... je sais pas, j'étais descendue, ou si j'avais été prise. J'ai une amie, par exemple, au Vietnam, qui a été prise pendant 3 semaines. Elle a été capturée dans la jungle, elle a été gardée, on pensait qu'elle était morte. Elle est revenue à pied au bout de 3 semaines, dans un très mauvais état. S'il m'était arrivé quelque chose comme ça, j'imagine les angoisses qu'aurait vécu mon père, ou mon mari aujourd'hui, ou les gens autour de moi. Moi, je me sens horriblement responsable des gens que j'aime, et qui m'aiment surtout. Alors, les choses qu'on fait pas, c'est peut-être bête. Hein. Enfin, l'important pour vous, c'est d'aller au-devant des choses et des gens. Oui. Votre vie, c'est comme une rencontre. Ah oui, oui, tout le temps. Le cinéma vous la procure, cette rencontre. Ah oui, oui, oui. Mais je n'aime que les rencontres. J'adore voyager parce que j'aime rencontrer des gens, j'aime rencontrer des pays, j'aime rencontrer des cultures. Puis, je sais pas, j'adore l'actualité, j'aime la vie qui se déroule comme ça. C'est le plus fabuleux de tous les spectacles. Et comme comédienne? Alors, comédienne, c'est toujours mon habilité de la vie. Mais vous pouvez être encore comédienne. Maintenant, vous avez toutes les chances de pouvoir l'être. Je l'ai été une fois, d'ailleurs. Vous pouvez même vous mettre en scène. Non, ça jamais. Jamais, non, on peut pas. Moi, je crois pas qu'on... Enfin, moi, en tout cas, je pourrais jamais faire ça.
D'abord, je trouve ça horriblement... c'est trop narcissique. Pour moi, je pourrais Vous jamais pouvez dire je vous produis... imposer dans une Oh, mais production. quelle horreur, je ferais jamais ça. Jamais de la vie. Je pourrais pas. Et puis ensuite, je pense qu'on ne peut absolument pas mener à bien un film qui est un énorme travail, une très très grosse responsabilité, aussi bien vis-à-vis du film que vis-à-vis de soi-même, que vis-à-vis des autres, vis-à-vis des... J'ai un grand sens de la responsabilité vis-à-vis de mes financiers. Parce que je sais que beaucoup de producteurs doivent trouver ça tout à fait idiot. Moi, je trouve que j'ai fait un contrat et il faut que je remplisse les conditions de mon contrat. C'est-à-dire qu'il faut que je livre ce qu'on attend de moi. Alors, on ne peut pas faire tout ça et en même temps être disponible pour jouer la comédie. Enfin, Amila Dubois-Rouvray, journaliste, vous étiez libre. Comédienne, vous étiez libre. Productrice, vous ne l'êtes plus. Et je ne vous vois pas abandonnant toutes vos libertés. Parce que vous êtes obligé, que vous le vouliez ou non, de faire plein de concessions. Mais c'est vrai, vous avez raison. Et à tout le monde. Aux financiers. Vous savez, on fait toujours des concessions dans la vie. Si vous croyez qu'en étant comédienne, on n'en fait pas, on en fait sûrement. Bien sûr que je fais des concessions, mais je fais des concessions dans un contexte qui est pour moi ma liberté, c'est que je choisis d'atteindre quelque chose, d'atteindre un but, de réaliser quelque chose. Mon film, je réalise quelque chose, si vous voulez, j'ai un certain nombre d'objectifs qu'il faut absolument que j'atteigne. Bon, alors ça c'est ma liberté, c'est de vouloir les atteindre. Alors après, je prends les chemins qu'il faut pour les atteindre, bien sûr. Mais ça me paraît pas être une contrainte, parce que je pense que la vie est toujours faite de contraintes, quoi qu'on fasse. Vous parlez combien de langues? J'en parle 3 bien et 2 mal. Je parle l'anglais, je parle le français, je parle l'italien. Et je parle mal l'espagnol, et je parlais mal l'arabe, et maintenant je crois que j'ai tout oublié sauf compter. Pourquoi l'arabe? Parce que j'ai vécu 4 ans en Afrique du Nord dans mes nombreux déplacements. Parce que vous pensez que c'est l'avenir? Non. Finance, pétrole. Non, c'est pas pour ça. Le pétrole est dans le cinéma. Je parlais l'arabe quand j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans et 12 ans et 13 ans. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien la production et que je suis assez détachée par rapport à ça, parce que je suis détachée par rapport au succès, je suis détachée par rapport aux échecs. Et je trouve que c'est... Je sais pas, c'est aussi un spectacle, c'est ce qui se passe. C'est toujours irréel, c'est jamais... Il y a toujours un malentendu dans un succès, il y a toujours un malentendu dans un échec, au fond, quelque part. Mais je veux dire que ce qui m'amuse beaucoup dans ce métier, c'est aussi tout le côté négociation, parce que moi j'ai passé mon enfance dans les souks. Alors, quand je vais au Festival de Cannes et quand je vois le hall du Carlton, j'ai l'impression de me trouver dans un grand souk de cinéma. Et je suis vachement bien, quoi. Je retrouve un élément que je connais et qui m'amuse beaucoup. Ça ne vous embarrasse pas du tout d'être une femme d'affaires? Non. Non, pas du tout. Pourquoi? Vous croyez que ça devrait m'embarrasser? Non, du tout. Non, absolument pas. Non, je vous dis, ce qui m'embarrasserait plutôt, c'est le côté patronat. J'aime pas beaucoup ça. J'aime pas beaucoup qu'il y ait des patrons et des gens qui sont employés par ce patron. Moi, je rêve d'un cinéma qui est un cinéma totalement utopique. J'aimerais qu'il y ait des unités de production où moi je ferais mon métier de producteur, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous expliquer là, mais avec des comédiens, des metteurs en scène, des auteurs, des techniciens, des ouvriers qui seraient tout à fait partie prenante dans le film. C'est-à-dire des gens qui participeraient aussi bien aux pertes s'il y en a qu'aux bénéfices s'il y en a. Un jour, on pourra se passer les producteurs. Bon, on est en train de s'en passer de plus en plus puisque les grands acteurs deviennent producteurs eux-mêmes. Oui, mais c'est une autre forme de Puisqu'il y a capitalisme. des grandes... oui. Alors, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, je veux dire, est-ce qu'on se passe à l'eau du capitalisme? C'est ça que je voulais me demander. Le capitalisme est en train de mourir, sûrement qu'il y aura de nouvelles formes. Mais les comédiens arriveront un jour à s'entendre avec des techniciens pour monter une affaire. Mais les comédiens n'ont pas besoin de s'entendre avec les techniciens. Les comédiens, ils deviennent producteurs. C'est-à-dire qu'ils prennent en charge ils assument toute la responsabilité financière du film. Ils font ce que je fais, ils vont vendre. Bon, ils se vendent eux-mêmes. En plus, comme ils sont leur propre atout, ils ne se payent pas. Alors, ça leur diminue leur budget d'autant. Ils prennent un producteur délégué. Ils prennent quelqu'un qui fait mon travail, c'est-à-dire qui supervise le scénario, qui conçoit toute l'organisation de la production, qui engage les comédiens, avec leur consentement, bien sûr, mais je veux dire qui supervise au fond de très loin. Ils ne vont pas dans les petits détails de la production. Mais en fait, ils sont les producteurs du film. Ils se passent d'un producteur. Exercez-vous, comme productrice, une censure sur les films que vous produisez? Oh, j'espère que non. Un metteur en scène a son sujet, le sujet il le traite comme il lui convient, comme il l'a dans le cœur, et puis vous arrivez, vous parce que vous êtes productrice, et vous vous dites, tiens, cette scène, elle va m'attirer des ennuis, D'abord, et c'est ça aussi qui est passionnant dans notre métier, on n'exerce pas du tout notre métier comme les Américains, on l'exerce dans un contexte juridique qui est très particulier, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le droit moral de l'auteur, et le metteur en scène est le seul juge du point de vue création. Le producteur n'a aucune possibilité juridique de faire quoi que ce soit. Là, en Amérique, c'est exactement l'inverse. Bon, ça rend les choses encore plus difficiles, mais ça les rend aussi plus intéressantes.
Moi, j'essaie jamais de faire une censure. Je crois pas du tout à la censure et j'aimerais pas du tout arriver. Et je serais incapable. Vous voyez, j'ai une voix, moi, comme ça, un peu basse. Je me vois pas du tout hurlant et mettant mon poing sur la table en disant, hey, ça, on le fait pas. Jamais. Ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, il y a la notion de contrat. Moi, je fais un contrat avec un metteur en scène. On se met d'accord sur le genre de film qu'on va faire. Je lui dis les choses que je souhaiterais. Lui me dit ce qu'il veut. On se met d'accord. Si on s'est mis d'accord, moi, je tiens mes engagements et je lui demande de tenir les siens. C'est aussi simple que ça. C'est vous qui choisissez ou c'est le metteur en scène qui vient vers vous et qui vous dit... Justement, je l'ai dit, ça dépend des fois. Il y a des fois où je choisis, il y a des fois où c'est le metteur en scène. Parfois, moi, je trouve un livre. Là, j'ai 2 livres que je vais faire. J'ai trouvé des livres, j'ai acheté des droits. Et puis, j'ai trouvé des metteurs en scène qui me paraissaient adéquats pour le projet. Je leur ai proposé, ils ont accepté. On s'est mis d'accord sur le scénariste. Ensuite, on se met d'accord sur les acteurs. Ça, c'est intéressant. Il y a les Oiseaux, c'est différent. Pascal avait son scénario, son idée toute faite, son truc gamberger tout seul. Mais il est venu me trouver pour me demander de me produire. Vous pourriez mettre en scène une comédie musicale. Je trouve que les Français ne sont pas les Français n'aiment pas les comédies musicales. très audacieux de ce côté-là. Bon, vous savez, il n'y a pas eu de succès, il n'y a pas eu de comédie musicale qui ait marché. Parce qu'on n'arrive pas dans une comédie musicale comme ça, du jour au lendemain, ça se prépare, les Américains travaillent. Je crois qu'il y en a eu qui ont été faites et qui ont été travaillées ici, mais qui n'ont quand même pas... Si, il y a les parapluies de Cherbourg qui ont bien marché à l'époque. Oui, on parle toujours des parapluies de Cherbourg. Les parapluies de Cherbourg. Je sais pas si les Français aiment beaucoup ça. Et c'est pas commode non plus de battre les Américains sur leur propre terrain parce qu'ils font ça tellement bien. Alors la comparaison s'impose toujours. Vous savez, comme le public n'est pas idiot du tout, il est plus cultivé qu'on ne croit. Oui, c'est encore une légende alors. Il les a vus, ces comédies musicales américaines, et il s'attend à voir la même chose, et c'est pas facile. Oui, c'est pas si facile on parce qu'on parle n'a comme pas vous les le mêmes faites, éléments. on n'y arrivera jamais. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai. Parce que c'est une démission alors. Disons que moi, je suis pas. Le feront toujours mieux que moi, je suis pas vrai, branché. Moi, mais... je suis pas branché en ce moment sur la comédie musicale. Alors, je suis branché sur des choses comme ça, mais je suis pas branché sur ça. Si je me mets à me brancher sur la comédie musicale, j'aime autant vous dire que je mettrai tout en œuvre pour y arriver. Parce que tout à l'heure vous disiez, ce qui me passionne moi, lorsqu'on parlait des films, des thèmes, des ambitions, c'est l'opéra. L'opéra, c'est dans le sens fantastique, comme vous le disiez sans doute, mais c'est quand même la musique. Oui, mais vous savez, l'opéra, moi je prenais ça dans le sens justement... oui, enfin, la dramaturgie. L'analogie, oui, l'image. L'important c'est d'aimer, pour moi c'est un opéra. Peut-être que je vais faire sauter Zulawski à Varsovie quand je dis ça, mais pour moi c'est vraiment un opéra, avec tout ce que ça comporte de tragédie, de sentiments exacerbés, de violence, de lyrisme, de douleur, de passion. Non, je parle de la musique parce que la musique a son importance dans un film. Oh, très important, très très important. La musique, l'important c'est d'aimer, c'est capital. En ce moment, Alain Corneau parle beaucoup avec Georges Delrue qui va faire la musique du film, et je suis ravie parce qu'ils en parlent dès maintenant, dès les prises de vue. La musique est une partie intégrante du film, très très importante. C'est pour quel film là? Police Python, le film de Montand et de Signoret. Police Python. Police Python 357. Comme un python, un serpent? Le Python 357 est un revolver, un nouveau revolver énorme. Et oui, il y a la confusion avec le python, parce que c'est une histoire policière avec un très grand suspense, qui est pleine de pièges. Puis c'est intéressant pour vous, parce que la rencontre Montand-Signoret... Ah, c'est fabuleux. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas tourné ensemble. Depuis Les Sorcières de Salem, ils n'ont pas tourné ensemble. C'est fantastique. Et vous y pensez quand même. Là, vous vous dites, je vais faire une affaire commerciale. Mais non, je ne me dis pas ça comme ça, monsieur Chancel. Je ne dis pas, je vais faire une affaire commerciale. Je me dis, j'ai un film que je veux faire, qui a un budget de 7 millions ou 8 millions. Bon, il faut que je les trouve, ces 7 ou ces 8 millions. Je ne vais pas mettre monsieur X du théâtre de l'Est ou du théâtre d'Aubervilliers, même s'il a énormément de talent, parce que je ne pourrai pas monter le film ne sera pas viable. Alors bien sûr, Alain Corneau a écrit ce rôle et il a pensé à Yves Montand pour l'interpréter. Parce qu'en même temps, Yves Montand permet par ce jeu boursier de box-office interne que je vous ai expliqué, de monter le projet avec Simone Signoret. Bien sûr qu'on est obligé de caster des acteurs qui, eux, ont déjà une valeur. Il est vrai, Albina Dubois-Rouvray. Mais là, c'est formidable, parce qu'on tombe particulièrement dans ce projet sur des acteurs qui ont la valeur qu'il faut, malheureusement, pour arriver à financer le film, mais en même temps, on tombe sur des gens qui collent parfaitement avec les personnages. Parfaitement. C'est vrai, Albina, j'aurais dû vous dire, comme vous devez être désespéré d'avoir pu réunir Simone Signoret et Yves Non, Montand. pas du tout, ça non non plus, pas du tout. Non. Je suis très, très heureuse, parce que justement, j'ai réussi, là, à faire mon métier parfaitement. J'ai vrai. réussi à concilier, voilà, les nécessités bien de savoir artistiques avec faire les son impératifs financiers. En fait, c'est peut-être là la récompense. C'est le jour où l'on arrive à faire bien ce que l'on avait rêvé de faire. Oh, ça toujours, de toute façon, c'est vrai. C'est d'arriver à faire bien quelque chose qu'on a rêvé de faire ou quelque chose qu'on fait tout court. Quelque chose que l'on aime. Voilà, la seule satisfaction vraie qu'on ait dans la vie, en dehors des satisfactions affectives, c'est de réussir bien ce qu'on fait. Vous pensez de temps en temps à tous ceux qui font tous les jours des choses qu'ils n'aiment pas? Oh oui. Oh oui. Je me dis que j'ai beaucoup de chance.
On parlait tout à l'heure des comédies musicales, on pourrait parler également des dessins animés. Moi, je rêve de voir un grand dessin animé français. Et là non plus, nous ne sommes pas armés, parce qu'on dit sans arrêt, c'est pas notre rayon. Moi, je prends pas mon pied au dessin animé. Non. Vous aimez ça, vous? Un grand dessin animé, Qu'est-ce bien que vous sûr. aimeriez voir? Je ne sais pas, je vous fais confiance, surprenez-moi un jour. Bah, j'essaierai de vous surprendre, Jacques Chancel. Bon, il y a ce film, et nous sommes bien obligés d'y revenir parce qu'il est dans votre trajectoire, puis il est important pour le cinéma, c'est l'important, c'est d'aimer. Et je crois que là, vous abordez le problème du couple, et c'est un Oui. problème qui vous concerne. Ah oui, qui me concerne et comment? Et vous y reviendrez, j'en suis persuadé. Oh oui, parce qu'en plus, le problème du couple est un problème qui me passionne, qui me concerne et qui est quelque chose que je crois très très important dans la vie. Et quand vous parlez des hommes et des femmes tout à l'heure, je pense que dans la vie, on va vers des couples et non plus vers des hommes ou des femmes. Et je pense aussi souvent qu'en politique, l'idéal serait qu'il y ait des couples de gouvernants, qu'il n'y ait pas un président de la République, un président et une présidente. Pas forcément mariés ensemble, parce que je veux dire, les gens ne peuvent pas toujours avoir des affinités particulières et des affinités intellectuelles et professionnelles. Mais je trouve très très bizarre qu'il y ait ou une femme qui soit Premier ministre, ou un homme simplement. Il y a des différences, il n'y a pas d'infériorité, de supériorité, il y a des différences. Les femmes ont des nécessités différentes dans la vie que les hommes, c'est vrai. Et il y a une répartition des tâches, c'est exact. Il y a des choses qui sont plus particulièrement pour les femmes. Elles font les enfants, elles font toujours les enfants. Je suis désolée, je m'excuse, mais vous n'en ferez jamais, je pense, même si les progrès de la science sont énormes. Ou alors à ce moment-là, il y aura un seul sexe et puis ce sera terminé, il n'y aura plus toutes ces discussions. Mais je crois beaucoup, beaucoup au couple. Vous ne croyez pas qu'un Premier ministre assisté d'une Première ministre, ce serait pas mal? Je veux dire que d'avoir Françoise Giroud, vous c'est voudriez déjà doubler un le gouvernement. Oui, j'aurais doublé le gouvernement. Et j'aurais doublé les députés, j'aurais doublé les maires. Je crois qu'il y a des problèmes dont un homme peut très très bien s'occuper, il y a des problèmes dont une femme peut très très bien s'occuper, il y a des problèmes dont un homme s'occupe mieux, il y a des problèmes dont une femme s'occupe mieux. Il y a une différence physiologique. Par exemple, vous savez, un grand champion de tennis, vous le faites jouer contre une très très grande championne de tennis, il gagnera forcément. C'est une question hormonale, c'est une question biologique, physiologique. Ça n'a rien à voir, c'est pas pour ça qu'il est supérieur. On a toujours profité, si vous voulez, de cette ambiguïté à partir de là pour tirer la supériorité masculine. Exact. Mais il y a des domaines très particuliers qui sont propres aux femmes, il y a des domaines qui sont propres aux hommes. Enfin, le couple, pour vous, c'est un problème important parce qu'il est à la fois merveilleux, banal et éternel. Oui, et difficile, et dans notre époque de plus en plus difficile, puisqu'on vit de plus en plus solitaire, on est de plus en plus, justement, quand on a des responsabilités professionnelles, on est de plus en plus enfermé tout seul avec ses angoisses, ses problèmes, ses soucis. On doit les résoudre, on a toujours le temps vous court derrière, c'est de plus en plus kafkaïen le problème du temps aujourd'hui, c'est vrai. Et on n'a plus de temps pour être disponible pour autrui, et on n'a plus de temps non plus pour bien faire et pour bien réaliser le couple, je crois. Albina Dubois-Rouvray, vous le savez bien, en ce moment, et pour un long temps sans doute, l'époque est ébranlée par des secousses qui sont à la fois religieuses, économiques, philosophiques, et un jour, vous serez bien obligé de vous pencher sur cette question-là aussi. Ah oui. Vous serez obligé de donner au cinéma une autre ambition, peut-être. Bien sûr, mais j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, avec 36, j'avais commencé justement finalement un peu dans cette voie-là. 36, c'est déjà du journalisme. Mais... Ou c'est encore du journalisme. Mais c'est tant mieux. Hein. Un film comme Z est un film que j'aurais beaucoup aimé faire. J'aimerais beaucoup faire des films qui traitent des grands problèmes politiques et historiques de l'époque. Mais moi, je ne suis pas scénariste, je ne peux pas les écrire. Alors, je peux dire aux gens que je suis toute prête à les faire s'ils les écrivent. Je peux donner des idées à des scénaristes, à des metteurs en scène. Je peux essayer de susciter des projets, ça c'est mon métier. Mais je ne peux pas les écrire, ou alors je deviens autre chose. Hein. Pourquoi pas d'ailleurs. Mais pour le moment, je ne peux pas. Le cinéma, pour vous, c'est un style ou c'est un art? C'est les deux. C'est les deux, bien sûr. C'est un art dans un style. Et la télévision ne vous fait pas peur? Vous pourrez travailler avec la télévision. La télévision, si elle me fait peur parce qu'elle passe beaucoup trop de films, parce qu'elle nous enlève des spectateurs. Vous imaginez, elle donne le goût du cinéma. Le goût du cinéma. Mais pourquoi pensez-vous que des gens qui sont bien installés tranquilles chez eux par -15 avec leurs pantoufles aux pieds et qui viennent de dîner vont sortir payer 14 ou 15 francs pour aller au cinéma alors qu'ils peuvent ouvrir leur télévision et voir un film? Parce que peut-être c'est une très 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 grande concurrence. Parce que peut-être vous ne leur fabriquerez pas des films qui sont à leur Non, monsieur Chancel, parce qu'il y a tout cet effort. Moi, je veux bien quand je rentre fatiguée le soir. J'ai pas non plus beaucoup de courage pour remettre quelque chose, pour remettre des chaussures sur mes pieds, pour sortir dans le froid ou la pluie et faire la queue et attendre et payer et rentrer. Vous ne payez pas, c'est psychologiquement très important. Ça, ils payent la redevance, mais c'est tout. Et ils tournent leurs boutons, c'est facile. Surtout à une époque de push-button où tout le monde tourne des boutons et tout se passe miraculeusement.
Ah non, je trouve que c'est une grande concurrence. D'ailleurs, en Italie, il n'y a absolument pas le même quota de films et il y a beaucoup plus de spectateurs dans les salles. Un jour, les chaînes de télévision auront leur carte de producteurs de films. Et ce sera la vraie concurrence. Mais ça, c'est autre chose, parce c'est une concurrence au niveau des salles, sur le même terrain que nous. S'ils profitent de leur carte de producteur pour se les programmer à la télé derrière, à leur chaîne, alors ça, c'est une concurrence éhontée. Ah non, comme ce sera le jeu de la libre concurrence, à ce moment-là, les chaînes parleront des films qu'elles produisent, et ne parleront plus jamais des vôtres. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes en train d'apporter de l'eau à mon moulin. C'est une concurrence énorme. Vous savez bien qu'on ne le fera jamais. Qu'est-ce que vous en savez? On ne sait jamais ce que les choses deviendront. Jamais. Albina Dubois-Rouvray, si vous étiez un homme, prendriez-vous des décisions différentes? Non, pas du tout. Alors, je prends exactement la même décision si j'étais un homme en étant une femme. La seule chose que je ne fais pas, c'est que je n'arriverai jamais avec des méthodes d'homme au niveau des rapports personnels. J'ai des méthodes d'homme de travail, puisque je travaille dans un monde d'hommes. Et j'ai probablement une mentalité d'homme, parce que je pense avec des hommes qui pensent d'une certaine façon. Et je suis obligée de penser comme eux, pour simplement négocier avec eux. Voilà, j'ai compris. Pour vous, dans votre métier, comme dans tout métier d'ailleurs, l'important c'est d'aimer. Oui, c'est un bon titre. Merci Albina Dubois-Rouvray. Je vous rappelle que demain, nous aurons un autre rendez-vous. Demain, ce sera une autre femme, mais celle-ci a 84 ans. Son nom, Jeanne Lieberman. Je vais vous donner quelques petites indications rapides. Elle n'avait jamais fait de sport, puis à 58 ans, elle a découvert le judo. À 62 ans, elle était ceinture noire de judo. Après, elle s'est dit, il faudrait peut-être que je connaisse l'aïkido. Elle s'est lancée dans l'aïkido. À 74 ans, elle était ceinture noire d'aïkido. Aujourd'hui, à 84 ans, elle est professeure de yoga, de judo, d'aïkido. Et puis, c'est une femme qui aime vivre et qui ne sait pas ce que c'est que la vieillesse. À demain, bonsoir.